Salut tout le monde, aujourd'hui dans Faveur ta région, on va beaucoup parler d'endurance parce qu'il en faut pour remonter un score déficitaire dans les dernières minutes, comme l'a fait le Nyon Rugby Club samedi en finale de la Coupe Suisse. Et il en faut tout autant, voire bien plus encore, pour traverser la Méditerranée à la nage entre Calvi et Monaco. On en parle avec Noam Yaron. Faveur ta région, c'est parti. Nourrissez ce groupe, nourrissez cette bulle, quand ça va et quand ça va pas. Sortez pas de cette bulle, restez là, restez là. Allez les gars, allez les gars, allez. Jocelyn, une victoire à l'arraché, aujourd'hui on peut le dire. Ouais, une victoire au bout du match, qu'on s'est rendu compliqué. On a eu un gros trou d'air en deuxième mi-temps, qui fait que on se met en danger sur cette finale de Coupe Suisse qu'on avait gagnée en 2022. Ça nous tenait vraiment à cœur aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de bonnes raisons de réussir ce match. Et à l'arraché, au mental et surtout à l'état d'esprit du groupe, c'est vraiment des copains, les gars ont joué les uns pour les autres. C'est le groupe qui en sort grandi, donc ça c'est génial et on finit champion sur ça dans le suspense à la dernière seconde et la pénalité et la transformation qui passe derrière et puis on gagne sur ça quoi. 19-3 en début de deuxième mi-temps. Ensuite, vous avez dit un trou d'air, 28-0 encaissé. Comment on l'explique ça? On l'explique parce qu'on commence à relâcher un petit peu inconsciemment. On gagne moins les duels, on gagne moins les zones de combat, comme on appelle ça, sur les collisions, sur les zones de ruck. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, on leur laisse de l'espoir. Inconsciemment, on lâche. Et c'est normal, hein, ça fait partie du sport. C'est là aussi où les plans de jeu, l'aspect collectif avec les leaders de jeu est important dans ces moments-là pour savoir gérer ces temps faibles. Et là, on a un peu moins su le faire, mais le caractère et l'envie du groupe, au final, a ramené quand même une coupe. Le sport en lui-même et le rugby, c'est quelque chose où on peut pas se cacher. Comme vous êtes dans la vie, vous devez le mettre sur le terrain. Et si vous voulez vous cacher, vous pouvez pas en fait. Donc quand il y a un coup de moins bien, c'est le copain d'à côté qui va vous stimuler, vous tirer vers le haut. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc les gars vivent bien ensemble. C'est là où l'esprit extra sportif il est important. Le club vit bien. Il y a un groupe senior. Il n'y a pas une équipe 2, une équipe 1. Il y a vraiment un groupe. Et aujourd'hui, il y a des gars qui ont joué la finale d'excellence, qui jouent la finale de coupe. Et cet état d'esprit-là, c'est ce petit plus, ce feu sacré en plus, qui fait qu'on va chercher des titres. Cyril Lin, un scénario Hitchcockien pour ce match? Ouais, alors ça me rappelle un peu il y a 3 mois ce que j'ai vécu à l'équipe suisse. Hein. Tu perds le match, nous aujourd'hui on le domine, on a 40 bonnes premières minutes. On fait une début de deuxième mi-temps catastrophique, on prend 28-0 je crois. Et après à la fin au caractère avec les remplaçants qui sont rentrés, qui ont un peu de fraîcheur. Donc voilà, on va le gagner à l'ADR comme on a su le faire beaucoup de fois cette année, donc scénario idéal on va dire. Finir sa carrière de joueur en brandissant un trophée, hein, c'est quand même très spécial, non? J'aurais pu le faire l'année passée quand on a été champion à LNA. Après il y avait l'équipe suisse où il fallait que je vive cette aventure, donc j'ai dit allez on remplit pour une saison et faire un peu de coaching aussi avec l'équipe 2. Voilà, on a beaucoup travaillé, donc j'avais dit on finira cette année et puis ça finit sur un bon scénario. Voilà. Un hommage de tous les amis et membres du club, membres de la famille du Nyon RC à la fin. C'était spécial. Ouais, j'ai mon père qui a fait le déplacement tout seul pour venir au match. Il a assisté, il m'a suivi toute ma carrière et c'était important pour lui et pour moi qu'il soit là. J'ai des amis qui sont venus du sud-ouest et qui ont pris la route hier soir, qui repartent demain. Voilà, des fous. Et puis après, tout ce que les gens du club ont pu mettre en place, les supports, les copains de la 2 qui étaient là pour soutenir. C'est un groupe, c'est un club qui a vécu ensemble. Donc ça fait plaisir de finir là-dessus et voilà, sous un soleil de plomb. On joue, voilà, on se qualifie, on veut des phases finales avec un soleil comme ça, donc on l'a et tout est idéal aujourd'hui. Donc il est vraiment, voilà, partir, c'est la bonne note, c'est le bon moment vraiment pour se dire on s'arrête là.
Après les pelouses, on va maintenant passer à l'élément liquide. L'homme que je reçois aujourd'hui est un habitué des exploits en natation et un mordu de l'effort physique extrême. Il a conquis tous les grands lacs de Suisse et pour s'entraîner, il fait un petit tour du Léman à pied. Derrière tout ça, une cause à défendre qui dépasse le sport mais aussi un grand sens de la communication digitale. Pour parler de natation mais aussi d'engagement et de sensibilisation environnementale, j'ai le grand plaisir d'accueillir Noam Yaron. Bonjour Noam. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup, merci. Noam, comment ça va? Très bien, et vous? Ça va, merci, je vous remercie. Je vous reçois aujourd'hui pour parler de plusieurs choses, au premier rang desquelles le prochain défi que vous vous êtes fixé, rallié à la nage Monaco en partant depuis Calvi en Corse. Pourquoi vous lancez dans ce challenge? On voit là quelques images de votre précédente tentative en 2024. Alors, c'est la suite de plusieurs défis que j'ai pu faire d'abord en Suisse, puis maintenant, après avoir traversé de grands lacs en Suisse et la Suisse elle-même en triathlon, je me suis dit que c'était le moment de partir à la conquête de la Méditerranée. C'est l'une des mers les plus polluées du monde, c'est ce qui a inspiré aussi ce parcours entre Calvi et Monaco, qui est en fait la traversée symbolique de la plus grande aire marine protégée de Méditerranée, qui a la particularité de ne pas être si protégée que ça, d'où la raison de la mettre en avant et d'essayer de battre par la même occasion le record de la plus longue nage au monde en combinaison sans sortir de l'eau. Ça fait à peu près 180 km, 5 jours et 5 nuits sans sortir de l'eau. En théorie, 5 jours et 5 nuits. Exactement, j'espère moins, honnêtement. Concrètement, vous voulez donc alerter le public sur l'état de la mer et des océans en général. On voit dans ces images-là quelques espèces qui peuplent la Méditerranée. Qu'est-ce qui vous touche en particulier? Alors, étant suisse, c'est vrai que quand on nage dans les lacs, c'est très très rare de croiser des animaux marins. Je me suis fait attaquer par une silure quand même une fois dans le lac de Neuchâtel qui m'a piqué le pied avant de terminer ma traversée. Mais c'est vrai que lors de la première tentative, puisqu'on en a fait une l'année dernière entre Calvi et Monaco, qui s'est interrompue après 103 km et 48 heures. On y reviendra. C'est la première fois que j'ai rencontré en fait vraiment les animaux que je souhaitais défendre. Et donc baleines, raies, dauphins, poissons-lunes, méduses par milliers, si ce n'est pas millions, la nuit. Enfin bref, ça m'a vraiment beaucoup bouleversé parce que je me suis rendu compte quelque part, c'est assez symbolique aussi si on y croit, mais c'est comme si elles savaient que j'étais là pour les défendre et puis de me montrer aussi la richesse en fait de cette Méditerranée. Et quand je m'entraîne au large de Monaco quelques semaines par année, en camp d'entraînement, je ne croise pas grand-chose. Donc, c'est aussi un signe qui dit que ces animaux sont vraiment menacés et qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc, cette traversée a pour but de mettre en lumière ces animaux, on va dire leur degré d'extinction quelque part, et surtout comment les protéger et agir pour finalement améliorer l'état des eaux et leur habitat. Vous étiez déjà sensible à ce genre de cause avant votre première tentative en 2024. Comment est-ce qu'un jeune homme né à Morges en 1997 se retrouve-t-il à défendre une cause qui dépasse largement son petit coin de pays? Maintenant, tout le monde sait mon âge, c'est bien. Non, c'est une très très bonne question. Pour moi, j'ai pas du tout été élevé à nouveau dans prendre soin de la nature. En fait, dans ma famille, ça a toujours été assez évident. Ça n'avait pas besoin d'être souligné. J'étais pas du tout aussi engagé que maintenant. Mais j'ai vraiment découvert ça en fait en préparant mon premier défi qui était la traversée du Léman en longueur à la nage, qui était en 2021. Et en 2021, pas d'accès aux piscines, donc obligation de s'entraîner dans le lac, l'hiver comme l'été. Et donc, c'est là où j'ai découvert, en fait, pendant que les eaux sont transparentes en hiver, ce qui se cachait sous la surface, tout le plastique. Il y a près de 100 tonnes de plastique qui finissent dans le Léman chaque année. C'est près de 2 fois plus qu'estimé en 2018, selon une étude de l'ASL. Et donc, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et je me suis dit que s'il y avait une cause que j'avais envie de défendre, c'était ça. Et de fil en aiguille, 5 défis plus tard, on se retrouve en 2025 avec cette traversée de l'une des mers les plus polluées du monde, qui a les mêmes taux de concentration de pollution que le Léman. Donc les problèmes ne sont pas toujours ailleurs, ils sont aussi chez nous, dans le lac Léman, qu'il faut absolument défendre. Et c'est en fait presque une mission de vie qui s'est, on va dire, ancrée de plus en plus en moi au fur et à mesure des années et des défis. Alors en 2024, à votre première tentative entre Calvi et Monaco, vous avez dû jeter l'éponge. On voit ici quelques images à ce propos. Vous nous racontez, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, j'aime pas ce mot « jeter l'éponge ». Je préfère le mot « interrompre ». Interrompre qui veut plutôt dire remettre à plus tard, revenir.
C'est la première fois, hein. C'était très difficile que j'arrêtais, que je mettais fin à un défi avant d'avoir terminé la distance. Personnellement, ça a été très difficile. Ça a été lié à plusieurs choses. Premièrement, le courant, le vent qui a poussé le bateau et qui nous a fait faire jusqu'à 25% de plus que la distance en fait idéale à vol d'oiseau sur le point où on s'est arrêté. C'est-à-dire que j'ai fait à peu près 103 km et en fait sur la distance vol d'oiseau, j'étais à peu près à 80 km. Donc énormément de distance en plus qui fait qu'on aurait fait 220, 230, 240 km. On estime sur la traversée au total si j'avais été au bout. Donc c'est carrément un autre défi de rajouter autant de kilomètres. Et donc là, l'exercice de cette année, c'est de s'entourer réellement de professionnels dans la gestion de la météo. Donc on a des experts qui travaillent avec nous depuis le mois de janvier sur comment est-ce qu'on qualifie une fenêtre météo, parce que c'est vraiment en fait le sujet central de cette traversée qui est très difficile. Ce coin de mer est ultra, on va dire, agité, surtout au mois d'août, où il y a aussi des périodes de forte fréquentation de gros cargos, de bateaux de plaisance. Donc, c'est très, très, très difficile à naviguer. Mais on a, cette année, bien pu prendre note, finalement, de tous les points qu'on avait quelque part sous-estimés et qu'on n'aurait jamais pu maîtriser sans avoir fait une première tentative. Donc, je suis assez content de l'avoir fait, en tout cas. L'atout principal donc, pour cette tentative en 2025, c'est une équipe étoffée avec un focus sur la météo? Exactement. Donc, l'année dernière, on était 3, je dirais, à travailler sur le défi, sur l'année en entier qui précède le défi. Et là, maintenant, on est une dizaine, sans compter les experts. Donc, à nouveau, météo, experts nutrition, préparation physique, etc. Donc, ça fait une grande équipe, à peu près une vingtaine, je dirais, de différentes parties prenantes dans ce défi. Donc, il faut gérer tous ces gens, il faut se préparer correctement, prendre bien note des éléments qui n'étaient pas forcément les plus optimisés pendant la première tentative. Et c'est vrai qu'à nouveau, on n'aurait jamais pu, je pense, découvrir tous ces paramètres sans avoir fait une première tentative. C'est réellement, on va dire, la répétition générale qu'on aurait dû avoir, mais qui, suite en fait, à un été un peu capricieux de l'été dernier, on n'a pas pu faire un essai de cette envergure-là. On vous voit, on vous a vu sur ces images, on vous voit très marqué à ce moment-là, au moment d'interrompre votre défi. Comment est-ce que vous vous êtes remis en selle? Comment vous avez géré cette situation? En fait, j'ai décidé dès le moment de sortir, enfin même avant de sortir de l'eau, je savais déjà que j'allais revenir. Donc moi, la discussion, c'est donc mon équipe qui me dit après 48 heures, écoute, on n'avance pas aussi vite qu'on veut, il y a une tempête qui arrive dans quelques heures, on n'aura sûrement pas fini, il y a vraiment un risque de continuer à ce rythme-là, on dérive, il y a des courants, enfin bref, voir plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Et donc là, pour moi, ce qui était important, c'était de prendre une décision, malgré que moi, je n'ai aucune information. À nouveau, je suis dans l'eau, je m'arrête toutes les demi-heures, toutes les heures, quelques minutes pour manger et boire. Et donc, j'ai dit à mon équipe, OK, on s'arrête là à la seule condition qu'on revient l'année prochaine. Et donc, je n'ai pas du tout eu de coup dur, pas eu trop de ce côté d'échec que certains médias suisses notamment ont pu partager, alors que les médias français ont vu tout l'inverse, l'exploit d'avoir réussi à faire 103 km. Il y a très très peu de personnes au monde qui ont réussi à nager cette distance-là dans ces conditions. Donc à nouveau, pour moi, c'était assez évident de se remettre en selle tout de suite et d'avoir directement un nouvel objectif et pas de, on va dire, broyer du noir autour de cette interruption qui n'était pas facile. On voit votre peau là, vous êtes sorti comment physiquement? Très bien. Honnêtement, très très bien. Là, ce qu'on voit notamment sous mes aisselles, c'est un des points qu'on va améliorer, c'est qu'en fait, quand on fait 48 heures dans l'eau, jour et nuit sans sortir de l'eau, il y a un point important, c'est d'aller aux toilettes. Donc faire pipi, on peut faire pipi dans sa combinaison, ça réchauffe le corps. Mais par contre, quand on veut faire la grosse commission, ce qui arrive quand même plusieurs fois, moi ça m'est arrivé une dizaine de fois quand même sur 48 heures, avec toute la nourriture et les déchets finalement à évacuer, il faut enlever sa combinaison. Donc on la dézippe, on se baisse à la hauteur de sous les fesses, on fait caca et on la remonte. Et en fait, les quelques dizaines de secondes où je suis en fait immobile avec mes épaules qui sont dénudées, du coup sans ma combinaison hors de l'eau, il y a du vent qui sèche en fait la première couche sur la peau et ça crée des cristaux de sel. En fait, ce qu'on voit sous mes bras là, c'est des coupures de cristaux de sel
entre la combinaison et ma peau, en fait. Et donc, on est en train de designer une ouverture, en fait, sur les fesses, comme ça, une poche, que je vais pouvoir dézipper et pour pouvoir faire caca. Finalement, c'est pas sexy, mais c'est la réalité. Non. De faire caca dans l'eau sans enlever la combinaison et du coup, sans avoir ces cristaux de sel qui coupent. Il y a plein de micro-paramètres dont on ne se rend pas du tout compte et qui, à nouveau, sont impossibles à prédire et à prévoir sans avoir fait, là, carrément 48 heures dans la Méditerranée, quoi. Est-ce que dans l'eau, vous avez déjà eu peur? Oui, beaucoup. J'ai beaucoup d'appréhension, surtout face aux requins. Il y a des requins en Méditerranée. Il n'y a jamais eu d'attaque, à ma connaissance, sur les dernières années qui ont été enregistrées. Il y a des grands requins blancs qui font partie des espèces, on va dire, connues pour être plus ou moins dangereuses. Mais à nouveau, ce qu'il faut rappeler, c'est que ces requins, c'est plus nous qui sommes dangereux pour eux que l'inverse. Il y a plusieurs dizaines d'espèces de requins en Méditerranée. La plupart sont fortement menacés. Et donc, c'est aussi un objectif pour moi de, on va dire, gérer cette appréhension, bonne ou mauvaise, de croiser un requin, qui est très rare, pour dire j'ai plus de chances de me faire foudroyer que de croiser, on ne parle même pas d'attaque, croiser un requin. Et ensuite, on a établi une règle avec des professionnels qui étudient les requins sur cette zone de la Méditerranée, que si je suis amené à croiser un requin qui est plus grand que moi, le protocole serait de sortir de l'eau et en tout cas d'interrompre la traversée, quitte à re-rentrer dans l'eau, ce qui mettrait quand même en péril un petit peu le record de manière officielle. Mais c'est clairement la santé avant tout. Mais c'est une belle opportunité aussi de rappeler que les requins ne sont pas méchants de base, ils ne sont pas du tout attirés par le sang humain, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a certains films qui ont fait un mauvais exactement, effet à cet égard. Mais peuvent nous confondre en fait avec, moi en combinaison avec un phoque qui fait partie de leur nourriture. Et généralement, ce qui arrive, c'est qu'ils viennent goûter, donc croquer un bout, donc pas forcément arracher, mais vraiment croquer et de se rendre compte que c'est pas bon. Alors après, évidemment, moi d'avoir une plaie ouverte pendant la traversée, c'est pas une bonne idée. Non. Mais voilà, le but, c'est aussi de communiquer sur ça et de respecter finalement cette mer Méditerranée, l'océan avec un grand O qui représente toutes les eaux du monde, et de se rendre compte qu'en fait, ces animaux, ils nous veulent pas grand-chose de mal. Et s'il y a bien une espèce qui les fait souffrir, c'est l'être humain. Et donc, il faut aussi remettre ça à sa place, finalement. On voit maintenant quelques images du bateau filet. En termes de sécurité, qu'est-ce qui est mis en place pour vous suivre? Alors, on est en train de développer ce qu'on appelle le filet chasse-méduse ou anti-méduse, qui sera positionné en fait à l'avant du catamaran entre les deux coques du bateau, qui nous permettra en fait, comme un chasse-neige, on a pris cette invention de la Suisse, de pouvoir faire une barrière entre les méduses qui ne seront pas du tout capturées, mais en fait poussées sur le côté. Vu que je nage relativement doucement par rapport à d'autres espèces comme des dauphins ou même des tortues, aucune espèce pourrait se piégé dedans, donc c'est vraiment pas du tout, on va dire, nocif ou dangereux pour les autres animaux qu'on pourrait croiser. Et donc, l'objectif, c'est véritablement de créer une espèce de zone derrière le bateau où il n'y a pas de méduses, puisque l'année dernière, on a eu pas mal de surprises avec les méduses. Il y en avait vraiment des milliers, si ce n'est pas des millions, qui sortent en fait du fond de l'eau la nuit, qui se nourrissent de plancton, qui lui est photosensible, ce qui explique qu'elles sortent, on va dire, entre le coucher du soleil complet, la nuit noire, et le lever de lune. Et donc, il y a une période un petit peu pas évidente qu'il faut gérer, qui dure 1 à 2 heures, en tout cas l'année dernière. Et cette année, on a choisi aussi une période de pleine lune pour avoir une bonne visibilité, voir les requins aussi la nuit, puisqu'ils ne dorment pas la nuit. Et il y a aussi cette partie, évidemment, de méduse qui est sensible pour la plupart des espèces à la lumière, d'après ce qu'on a pu observer. Ça fait combien de personnes pour vous suivre? Il y a à peu près 11 personnes sur le bateau, plus moi, ça fait 12. Et ensuite, si on a la chance d'avoir un deuxième bateau, on pourrait intégrer une équipe scientifique de 4 à 5 personnes qui pourraient prendre des données, notamment analyser l'ADN environnemental qui se trouve sur plusieurs points du parcours. On avait fait ces analyses l'année dernière, on attend les résultats. Et donc, on analyse aussi le plancton, donc la concentration de plancton, qui est un peu l'unité de santé de l'océan, qui est tout en bas, finalement, de la chaîne alimentaire. Et donc, il y a aussi tout ce qui est comptage, donc d'observer les baleines, les requins potentiels, les raies,
qu'on peut du coup partager avec des organisations locales qui peuvent faire aussi du traçage et de savoir si c'est normal d'avoir telle ou telle espèce sur la zone. Et on espère avec nos analyses ADN environnementales de découvrir aussi peut-être la présence d'animaux qu'on a peut-être plus vus, plus observés ces dernières années. Et ce serait aussi la preuve à nouveau que le sport de performance peut sensibiliser des millions de personnes sur les réseaux sociaux, mais dans les médias aussi, et aussi contribuer concrètement à des avancées et des découvertes scientifiques. L'année passée, vous avez rencontré le prince Albert de Monaco. On voit quelques photos. Vous vous êtes dit quoi? Alors, le prince Albert II de Monaco, c'est une longue histoire. Ça faisait depuis le mois de janvier qu'on essayait de le contacter via le palais princier pour lui parler de cette campagne de sensibilisation qui se basait sur ce record du monde. Et on ne nous a pas trop pris au sérieux, honnêtement. Donc, on n'a jamais eu vraiment de retour. J'ai eu la chance d'être introduit auprès de lui par plusieurs personnes à Monaco avec qui on a tissé des liens et qui ont eu assez confiance en moi quand même pour me le présenter personnellement. Et puis, de fil en aiguille, on était à Calvi, juste avant le départ, à 48 heures avant le départ. Et on a reçu un coup de téléphone finalement du chef du port de Calvi qui nous dit « Le prince Albert m'a appelé, il aimerait vous rencontrer ». Et dans ma tête, j'étais là, écoutez, c'est génial, mais c'est un peu tard, dans le sens, on part dans 48 heures, on n'a pas une minute à consacrer à quoi que ce soit d'autre que préparer le bateau, le matériel. Donc j'ai dit, écoutez, c'est pas du tout contre vous, mais on n'a pas trop le temps. Et du coup, le chef du port a raccroché, a dit, je vous rappelle. Et le prince Albert lui a dit qu'il nous donne 1 heure, un endroit, et je serai là. Et ça n'a pas manqué. Donc c'est assez fou de voir qu'on a couru après le prince pendant des mois et finalement c'est lui personnellement, pendant ses vacances aussi, il faut le souligner, avec ses 2 enfants qui est venu nous trouver. On a discuté de plein de choses. Mon but c'était de comprendre aussi quel était son positionnement parce que nous on a des choses assez claires qu'on aimerait demander aux 3 États qui gouvernent cette aire marine protégée qui s'appelle le sanctuaire Pelagos, qui est gouverné par la France, l'Italie et la principauté de Monaco, dont le prince Albert évidemment est le premier représentant. Et donc on avait énormément de points communs sur la vision de ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée, sur cette zone et comment la faire évoluer. Un des points importants pour lequel on essaye de se battre, c'est la limitation de la vitesse des bateaux, notamment cargo ou de croisière, de fret maritimes, qui font énormément de dégâts en allant beaucoup trop vite et en générant en fait des collisions trop souvent mortelles pour les cétacés, comme les dauphins ou encore les baleines, dont 1 sur 5 qui est observée a des traces de collision, donc c'est vraiment énorme. Et les collisions avec les cétacés est la première cause de mortalité non naturelle sur la zone, donc c'est vraiment le premier problème à régler finalement pour limiter ce qui se passe sur ces animaux. En 2023, vous avez bouclé un incroyable triathlon géant à travers la Suisse, avec 750 km et 13 000 mètres de dénivelé positif en 7 jours. Moi, j'ai des crampes, rien qu'à le dire. En courant, en pédalant et en nageant à travers 10 lacs. Il y avait aussi une portée scientifique à cet exploit et pas seulement sportive. Vous nous en parlez? Volontiers. Donc, l'objectif, c'était de faire l'un des plus grands triathlons du monde. Alors, ce n'est pas un triathlon officiel, puisque l'enchaînement des disciplines se faisait dans tous les ordres possibles. On avait plusieurs transitions par jour. L'objectif était de relier les 10 plus beaux lacs de montagne suisse à plus de 1000 mètres d'altitude et d'échantillonner, comme on l'a mentionné précédemment, l'ADN environnemental de ces lacs pour mieux comprendre en fait quelles espèces dépendent de la qualité de ces eaux, de ces lacs que moi j'appelle sentinelles, qui donnent énormément d'indications sur la santé en fait des glaciers aussi, dans lesquels ils dépendent, ou d'autres sources. Vous avez trouvé quoi? On a trouvé dans le lac de Saint-Moritz pour la première fois des méduses. C'est assez dingue, qui est une méduse d'eau douce, donc on va dire elle est dans son habitat entre grands guillemets naturel, simplement que c'est pas du tout une espèce de la région, elle provient de Chine, donc on se rend compte que c'est sûrement des bateaux qui sont amenés sur la zone pour des navigations, des courses, et c'est vraiment un énorme problème. C'est des toutes petites méduses qui n'ont pas du tout d'impact sur l'être humain, mais qui évidemment en fait dans un écosystème comme le lac de Saint-Moritz qui est assez petit, fermé, peut avoir d'énormes conséquences. Ça a eu beaucoup d'écho dans la presse aussi scientifique et aussi auprès de l'État qui a été très intéressé de cette découverte et a pris des mesures pour essayer de limiter à partir de maintenant en fait on va dire la contamination des espèces qui n'ont rien à faire là et qui sont dangereuses pour l'écosystème local, on va dire. On a souvent ce genre de problème
dans d'autres plans d'eau en Suisse. Hein. Il y a certains écrevisses, certaines algues aussi, notamment dans le Léman. De manière générale, vous avez choisi de mettre le sport au service d'une cause, votre sport, mais de manière générale le sport, et d'utiliser Internet et les réseaux sociaux pour exposer au maximum cet engagement. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce choix ? Alors déjà, c'est un choix qui financièrement n'est pas du tout évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Suisse, défendre la nature, c'est pas du tout un choix rentable, on va dire ça comme ça. On a la chance d'avoir des sponsors qui soutiennent notre démarche, d'avoir aussi l'intérêt d'institutions aussi publiques qui, via notre association, aussi contribuent à nos campagnes sur une certaine région donnée, par exemple. Donc, on a la chance, par le succès qu'on a sur les réseaux sociaux, d'attirer, on va dire, le regard de personnes qui ont envie de soutenir ça. Après, pour moi, c'est tellement touchant de voir l'impact qu'on peut avoir. Typiquement, on l'a montré qu'on a le prince Albert II de Monaco qui s'intéresse à ce qu'on fait. Moi, je suis suisse, je suis ni français, ni italien, ni monégasque. Je viens aujourd'hui défendre une aire marine protégée qui ne m'appartient pas sur une mer qui n'est pas limitrophe à notre pays et de se rendre compte de l'impact qu'on a aujourd'hui. Pour vous dire, rien que sur Instagram, les 30 derniers jours, on est à 16,4 millions de vues. C'est juste gigantesque. C'est à peu près un tiers de la population en France. Donc, on se rend compte qu'on devient gentiment très crédible aussi, mais aussi très impactant. Et d'utiliser cette pression publique aussi sur les réseaux sociaux et dans les médias pour porter ces messages au plus haut niveau. On a la conférence des Nations Unies sur l'océan qui arrive dans 2 semaines à Nice. On est en discussion avec le gouvernement français pour représenter finalement le grand public à cette conférence devant tous les chefs d'État du monde entier qui vont se réunir là-bas. Donc, c'est un honneur pour moi d'être déjà considéré, même si ça se fera peut-être ou pas, on ne le sait jamais, de représenter cette cause à ce niveau international et de pouvoir porter ces messages concrets, des solutions, plutôt que de pointer du doigt des problèmes. Et j'espère être à la hauteur de ce défi sportif, mais aussi communicationnel et cet enjeu environnemental qu'on essaye de défendre. Démêler votre actu en vous suivant sur les réseaux sociaux, c'est un peu un challenge. Il faut aussi de l'endurance. C'est clair. Vous êtes très actif. Est-ce que parfois vous vous égarez ? Comment est-ce que vous gardez le cap ? Ah, toujours, on s'égare toujours. Ce qui est assez difficile à concevoir, c'est que nous, notre communication, elle se base sur l'opportunité. C'est-à-dire qu'il y a des sujets tout d'un coup environnementaux qui vont arriver au Parlement européen, sur la télévision française. On a un enjeu aussi très actuel en Suisse en ce moment sur l'exploitation des fonds marins qui dépend d'une entreprise suisse. Alors que la Suisse a signé un décret pour ne pas exploiter les fonds marins. Donc il y a aussi plein de conflits internationaux, de divers niveaux. Et nous, on essaye justement avec d'autres organisations qui défendent ces causes au quotidien de collaborer ensemble et d'essayer de trouver comment utiliser notre impact médiatique finalement pour gérer tout ça. Et ça, il y a autant de problèmes qu'il y a d'êtres humains sur Terre finalement. Et donc, on doit choisir nos batailles. On se trompe des fois de casting sur des événements ou des cas sur lesquels on n'est peut-être pas les meilleurs sur le sujet, où on se trompe aussi d'angle. Enfin, c'est comme un média finalement. On doit faire pas mal de travail de recherche pour pas dire n'importe quoi. Vous êtes combien pour faire ça ? On est une petite dizaine dans l'équipe qui organise le défi, qui organise la campagne. Donc, il y a plein... Spécifiquement sur les réseaux sociaux. Alors, 2 personnes à plein temps, plus moi, quand je ne suis pas dans l'eau. Donc, ça fait pas mal. Et ensuite, on a une newsletter aussi qu'on a qui touche énormément de monde, sur laquelle on partage les avancées de notre campagne, mais aussi des avancées politiques, de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et finalement, comment suivre vraiment l'actualité océan, environnement au travers de cette newsletter. Donc, on a énormément de canaux différents et ils sont tous complémentaires. Certains se croisent, donc se perdre, ça fait aussi partie, je pense, de la stratégie pour trouver aussi la bonne solution qui touche les gens finalement. Si on revient au sport plus spécifiquement et à l'effort, ce printemps, vous avez relayé sur les réseaux une petite sortie d'entraînement sous la forme d'un tour du lac Léman à pied. Dont on voit là quelques photos. Et comment ça s'est passé ?
Alors, c'était un défi que je voulais faire depuis plus d'une année. J'ai tenté aussi une première tentative, c'est marrant, en 2024, qui s'est malheureusement interrompue de nouveau. À cause de la météo, il pleuvait énormément et j'étais tout seul avec mon sac à dos et je me suis perdu en fait sur le parcours parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas longer le bord du lac tout du long. Il y a le Rhône et il y a pas mal de routes, notamment en France, qui font qu'on ne peut pas passer à côté, marcher sur la route, même si entre nous, on a fait un peu ça. Mais l'objectif, c'était en fait de tester sur une distance qui est équivalente à Calvi-Monaco à la nage. Donc, il y a à peu près 175 km en théorie. Nous, on a fait plus 190, 200 km. En 48 heures aussi, sans dormir, donc avec les mêmes contraintes. La différence, c'est qu'il y a de l'impact quand on marche sur les articulations. On est debout, contrairement à être couché à la natation. Vous en êtes sorti comment, du coup, physiquement? Alors, très très bien. C'était relativement simple. Il y avait beaucoup de gestion de la douleur parce qu'évidemment, les jambes sont congestionnées. Moi, je ne m'étais pas du tout entraîné, donc je suis ni coureur, ni marcheur d'habitude. Je suis très axé sur mon entraînement dans l'eau. Mais les jambes sont un de mes points forts aussi à la natation, que je n'utilise pas du tout pour les traverser, puisque les jambes sont des très gros muscles qui consomment beaucoup d'oxygène et donc n'ont pas forcément d'intérêt sur des très très longues distances. Et donc là, c'était l'occasion de me tester mentalement et aussi physiquement en termes de douleur sur une distance comme ça en 48 heures. Ça s'est très bien passé. On a eu la neige, on a eu plein de mauvaises surprises, on s'est perdu sur le parcours à nouveau. Et puis, c'était l'occasion de me prouver que j'étais capable de faire beaucoup plus que juste de la natation. C'est ce qu'on me reproche aussi, c'est de me dire « Ah, mais tu sais que nager ?» Non, pas du tout. On fait des triathlons, du vélo. J'arrive à m'illustrer sur plusieurs disciplines sans forcément être le meilleur. Ça n'a jamais été l'objectif, mais ça a été une super sortie. Et par contre, j'ai eu, suite à ça, une petite septicémie liée à une ampoule, une cloque au pied qui s'est infectée. Sur laquelle j'aurais pu y passer, clairement. Donc, j'ai bien fait d'écouter mon corps et d'aller checker ça rapidement, le jour après, en fait, mon arrivée. Au-delà de l'endurance, de manière générale, qu'est-ce que vous travaillez en priorité à l'entraînement? Alors, ce qui est difficile, c'est que pour préparer une distance de 180 km, 180, c'est que c'est impréparable. Parce qu'il faudrait nager à peu près en préparation presque la distance qu'on veut faire à la nage en une semaine. Donc, je vous laisse faire le calcul, même à pied, faire 180 km à pied en une semaine, en courant, en entraînement, avec tout le reste qu'il y a à faire à côté, c'est beaucoup. Alors, à la nage, je vous laisse imaginer. Donc, c'est impréparable. Je pense que ce qui me prépare, c'est déjà d'enchaîner ces heures et ces heures dans l'eau. Je fais à peu près 4 entraînements par semaine dans la piscine, de 2 à 3 heures, dépendant des différents moments. 2 entraînements hors de l'eau, où je fais du fitness, par exemple, pour entraîner certains muscles, puisque la natation utilise tous les muscles du corps, ce qui est aussi assez demandeur, mais qui permet en fait aussi au cerveau d'utiliser divers muscles pour réussir à solliciter en fait les mêmes mouvements. Donc on peut finalement mettre certains muscles au repos et en solliciter d'autres qui peuvent paraître complètement fous, comme les lombaires, qu'on n'a pas l'impression forcément qu'ils sont utiles, mais qui peuvent me permettre de lâcher mes épaules pour tracter plus d'eau. Et donc l'inverse, quand mes lombaires sont fatigués, d'utiliser que mes épaules et moins mes lombaires. Et donc c'est finalement comme quand on se repose, on s'assied, ensuite on se relève, on remarche. Et donc ça, sur des distances pareilles, c'est aussi assez fou. Et sinon, en fait, c'est d'enchaîner toutes ces heures dans l'eau qui me permettent aussi de me préparer mentalement à passer autant d'heures, jusqu'à 5 jours et 5 nuits, on estime, au maximum, à nouveau, j'espère. Mais c'est vraiment un défi beaucoup plus mental que physique. Et il y a aussi plein de points, comme on l'a dit, ces frottements sous les aisselles, ces coupures avec le sel. Enfin, il y a tellement de choses. Il y a le sel aussi dans la bouche, dont on n'a pas du tout parlé, qui est en fait hyper nocif, qui en fait déshydrate les cellules des muqueuses, donc dans la bouche, l'intérieur du nez, la gorge. Et une fois que ces cellules, elles sont déshydratées, elles explosent, elles gonflent, et ça pourrait amener à l'impossibilité de respirer, de boire, de manger, et qui ferait que je déclarerais forfait directement. Et donc là, il y a une habituation des cellules de la bouche à intégrer le sel. Pas facile quand on habite en Suisse. Donc, il faut aller s'entraîner en Méditerranée. Et puis ensuite, il y a de découvrir des méthodes qui pourraient protéger l'intérieur de ma bouche de tout ça, qui génèrent en fait des coupures et qui peut aussi à nouveau mettre en péril le défi finalement.
Ça fait beaucoup de paramètres. Noam, on arrive au bout. On pourrait y passer encore longtemps. Mais j'ai encore une petite question. Au-delà de la réussite sportive de votre traversée Calvi-Monaco, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans l'idéal au niveau de la cause? Quelles seraient les retombées idéales de votre défi? Alors je dirais au point de vue physique, c'est très simple, c'est de la chance, parce qu'à nouveau, c'est la météo qui va tout dicter. La préparation, elle est là, hein. C'est 20% du travail, le reste, c'est le jour J, qu'est-ce qui se passe, etc. Et pour la cause, je dirais, c'est d'être entendu. Ce qu'on défend, c'est pas de l'activisme, c'est pas du militantisme, c'est vraiment pour moi du bon sens. Je me considère pas comme à nouveau extrémiste. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est le rôle d'un citoyen lambda, comme vous et moi finalement, et qui utilise sa passion. Chez moi, c'est le sport, la communication, pour partager en fait, l'importance de prendre soin de la nature, de l'environnement, et ici de la Méditerranée ou plus largement de l'océan. Sans la nature, on n'est rien. On dit souvent sauver la planète, mais en fait, la phrase plus juste, c'est sauvons-nous, parce que sans la planète, on n'existe pas. Toutes ces ressources qu'on consomme au quotidien, qui paraissent illimitées par la chance qu'on a d'avoir toujours eu en abondance même de l'eau. Ici en Suisse, hein, on nous considère comme le château d'eau de la Suisse, enfin de l'Europe. Et on se rend compte que même ici, il y a des sécheresses, il y a des nappes phréatiques qui se vident. C'est très, très alarmant. Il y a tout qui est encore à faire, rien n'est perdu et il faut se battre. Et j'espère à nouveau être à la hauteur et de représenter ça, non seulement en tant que citoyen suisse, et de représenter cette cause à travers le monde, mais aussi de représenter finalement la jeune génération qui se bat pour finalement améliorer la situation. Et on ne parle pas du tout de où on en est, si c'est grave ou pas. À l'heure actuelle, il faut agir, il faut arrêter de parler. Et je pense que c'est ça que je me suis donné en tout cas comme mission sur les prochaines années. Entendu, on vous souhaite d'y parvenir. Noam, je vous remercie beaucoup de nous avoir rendu visite. On croise les doigts pour vous et on vous suivra, mais ça sera de loin. C'est normal, je comprends. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Cet entretien avec Noam Yaron avait été tourné il y a 3 semaines. On lui tient les pouces pour sa traversée entre Calvi et Monaco. Je vous souhaite un excellent été et vous pouvez retrouver Andrea Braslopo et Florian Cavalry sur les antennes de NRTV. Salut!